Jean-Philippe Dugouin-Clément, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, on le voit avec la chronique de Nicolas, la réforme des retraites laisse des traces dans l'opinion, mais aussi dans les partis politiques. Aurélien Pradier a été limogé de son poste de numéro 2 des Républicains, vos alliés en politique, par Éric Ciotti. Comment jugez-vous cet incident ? Bon, déjà, moi, je ne vais pas aller porter de jugement sur la vie interne des autres formations politiques, quelles qu'elles soient. Sur les Républicains, au fond, cette démission, pour moi, c'est plutôt le symptôme de l'absence de ligne politique. Il y a eu une élection quand même, ils ont choisi un président. Les Républicains ont choisi un chef. Ils ont élu un chef, un dirigeant, un patron, mais ils n'ont pas voté sur une ligne politique. Aujourd'hui, la ligne des Républicains, personne ne la connaît. Est-ce que c'est une ligne traditionnelle qui est celle de la droite et du centre, celle dont nous sommes traditionnellement à l'UDI partenaires, ou est-ce que c'est une ligne isolationniste? Est-ce que c'est une ligne droite, extrême droite? Est-ce que c'est une ligne libérale, une ligne un peu plus souverainiste? Quelle est la ligne des politiques des Républicains? Aujourd'hui, au fond, personne ne la connaît. Et comme cette question n'a pas été tranchée lors de leur élection, on voit bien que ça part un petit peu dans tous les sens. Vous avez un doute sur l'enracinement de ce partenariat droite-centre-droit ? Là-dessus, nous, on attend de voir. On attend de voir quelle sera la ligne des Républicains, qu'est-ce que les Républicains proposent, vers quoi les Républicains souhaitent aller. On est un partenaire traditionnel, on était un partenaire extrêmement loyal, y compris pendant la présidentielle, où là encore, sur la présidentielle, il y a eu une primaire des Républicains entre eux pour choisir un chef aux Républicains de la droite et du centre. Une campagne qui a été portée essentiellement par les Républicains, d'ailleurs, en s'occupant assez peu des centristes, de ce que nous pouvions apporter. Et aujourd'hui, très clairement, on attend la ligne des Républicains. Il se pourrait que la présidentielle soit l'ultime moment où on décide de cette ligne, ou ça doit se faire avant ? La vie est longue, c'est un parcours, la présidentielle c'est dans 4 ans, il y a une vie avant la présidentielle, le monde ne s'arrête pas de tourner pendant 4 ans en attendant la présidentielle, il y a des réformes aujourd'hui, les retraites en sont une, il va y avoir des questions sur la sécurité, sur l'immigration, peut-être sur les institutions dans les mois qui viennent, il va y avoir des échéances sénatoriales, européennes, municipales, voilà, il y a quand même une vie politique qui existe. Votre parti, l'UDI, les centristes, sont puissants au Sénat. Or, le texte sur les retraites, là, il arrive au Sénat. Qu'allez-vous faire ? Qu'allez-vous en faire ? Déjà, j'espère, et je suis à peu près sûr que le Sénat ne donnera pas la même image que l'Assemblée nationale. C'est pas la tradition de la maison, il n'y a pas de LFI ni de RN. Si vous voulez, la différence entre le théâtre des deux ânes et l'Assemblée nationale sur les 15 derniers jours, c'est qu'il y en a un qui est drôle et l'autre qui ne l'est pas. C'est effectivement un spectacle absolument effroyable qui a été donné. Et l'Assemblée nationale, qui traditionnellement est la chambre qui impulse, qui donne le là, on voit qu'elle a été incapable de voter, incapable de faire passer des amendements. En l'espace de 15 jours, le fameux article 7 sur la durée de temps de travail sur l'âge de départ à la retraite n'a même pas pu être voté. Donc moi je suis convaincu qu'au Sénat, notamment grâce au groupe de l'Union centriste présidé par Hervé Marseille, on arrivera à avoir un vrai travail parlementaire, à pouvoir parler sans échanger des noms d'oiseaux et des invectives, à pouvoir de part et d'autre discuter du fond du texte, discuter d'amendements qui soient des amendements de raison et pas des amendements d'affichage de marketing politique comme l'a fait l'extrême gauche à l'Assemblée nationale. Sur le fond, la droite sénatoriale, les LR, disent les régimes spéciaux, on va les terminer beaucoup plus vite que prévu. Ça ne sera pas la clause du grand-père, ça sera une fin presque immédiate. Vous soutiendrez ce durcissement ? Tous les ans, vous savez, au Sénat, il y a un amendement qui est proposé par les sénateurs de droite et du centre qui, peu ou prou, correspond à la réforme des retraites qui est proposée aujourd'hui par le gouvernement. C'est pas parce que c'est le gouvernement qui le propose qu'il faut pas en discuter. Si le gouvernement propose ce vers quoi nous souhaitons aller, il n'y a pas de raison de ne pas travailler ou de bloquer le système parce que c'est pas vous qui le proposez. Après, on a quand même un certain nombre de points importants. Nous, on tient à ce que, et on compte beaucoup sur la discussion au Sénat pour ça, la réforme puisse être améliorée. On voit bien les carences qui ont été signalées. Donc vous avez fait état, comme l'ensemble de vos collègues, que ce soit sur les carrières longues, que ce soit sur la pénibilité, sur la question de l'inégalité ou de l'injustice faite aux femmes dans le cadre de cette réforme, qui pour le coup, je pense, est plus un loupé du gouvernement qu'une volonté faite sciemment de venir déprécier la situation des femmes. Mais on voit qu'on a une réforme qui doit être améliorée. Pour être améliorée, il faut un vrai travail d'assemblée. Ce travail, il n'a pas pu être fait à l'Assemblée nationale à cause de l'extrême gauche et puis de l'absence totale de l'extrême droite, qui n'a absolument pas participé au débat. Eh bien, il va être fait au Sénat par des parlementaires responsables. Pendant ce travail, il y aura le 7 mars, le grand rendez-vous dans la rue. Est-ce que, par exemple, en Île-de-France, que vous connaissez bien, il y aura un blocage des transports en commun pendant 1 ou plusieurs jours ?
Écoutez, on le verra. Chacun prendra ses responsabilités. Il y a plusieurs actions. Il y a une action politique, il y a une action syndicale. D'ailleurs, on voit bien la différenciation ou la ligne de fracture aujourd'hui avec des syndicats. Et je prends les déclarations de M. Martinez ce week-end qui ne se reconnaissent absolument pas dans l'obstruction et l'agitation de M. Mélenchon et de l'extrême gauche à l'Assemblée nationale. Si les syndicats rentrent dans des logiques de blocage dur, très bien, on verra ce qu'il en est. Il y aura pendant cette période aussi une législative partielle, c'est pour le mois d'avril, début avril, en Israël, c'est la 8e circonscription des Français de l'étranger, après annulation de l'élection de Meyer Habib, qui était UDI, alors il était apparenté LR à l'Assemblée nationale. Pourquoi l'UDI n'a pas changé de candidat, compte tenu des reproches qui étaient faits à ce candidat sortant, mais à l'élection annulée? Écoutez, nous soutenons pleinement Meyer Habib, qui a été élu 2 fois, qui est membre de l'UDI, qui à l'Assemblée nationale est apparenté LR, mais uniquement, nous n'avons pas de groupe à l'Assemblée nationale. C'est un rattachement. Donc voilà, il a quelques amitiés chez des amis LR et qui siègent ou qui soient apparentés dans ce groupe-là, c'est pas quelque chose qui nous pose des problèmes. Meyer est un membre de l'UDI à part entière, et ce que je tiens surtout à signaler, c'est l'indignité de la France insoumise. Moi, je reviens sur ce tweet de Madame Autain, Mazel Tov, quand Meyer Habib a été invalidé, et ce qui montre bien à quel point ce parti idéologiquement cultive un antisionisme qui frise avec l'antisémitisme. Et cette invalidation de Meyer Habib, pour moi, politiquement, ça a été surtout la mise en avant de l'indignité de la France insoumise. La proximité de Meyer Habib avec Benjamin Netanyahou, c'est un atout, au contraire, ça peut être une gêne? Sincèrement, je ne le sais pas. Moi, j'ai un membre d'un parti politique qui, par ailleurs, est un ami, qui est candidat à une élection, dont l'élection a été invalidée. Je considère que c'est une décision qui a été extrêmement dure pour lui, et je le soutiens. L'affaire Palmade, qu'évoquait Nicolas, soulève toute une série de questions de société en France. Par exemple, Gérald Darmanin propose ce week-end la suppression immédiate du permis, on perd les 12 points, en cas de conduite sous drogue. Êtes-vous d'accord ? Je trouve que là-dessus, on fait un peu de la réaction immédiate à l'actualité. C'était ce qui se faisait beaucoup quand Nicolas Sarkozy était président. La réalité, c'est que la conduite sous drogue, elle est déjà sanctionnée extrêmement lourdement. Je crois que ça peut être jusqu'à 3 ans de suspension. Après, est-ce qu'il faut avoir une automaticité? Est-ce que constitutionnellement, c'est quelque chose qui est possible? Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 800 000 tests par an qui sont faits sur les routes pour usage de stupéfiants, alors que vous avez des dizaines de millions d'usagers de la route tous les jours. De la même manière, il réfléchit à augmenter la sévérité sur les taux d'alcoolémie. On voit qu'il y a un tour de vis en sécurité routière qui est derrière aussi cette initiative. Oui, écoutez, pourquoi pas, mais dire qu'on va faire de la sécurité si on met pas de moyens de contrôle, au fond, ça sert pas à grand-chose. Moi, je préférerais déjà qu'on ait des moyens de contrôle puissants, réguliers, qui soient faits, plutôt que de faire des effets d'annonce. On voit aussi toute une réflexion sur la limite entre vie privée et vie publique. Qu'est-ce qu'il faut faire contre le chemsex, contre la détention d'images pédopornographiques, puisque maintenant il y a une information préliminaire. Est-ce qu'on est dans une société trop laxiste ? Sur la question de la pédopornographie, il y a quand même énormément de progrès qui ont été faits. On voit, alors je ne sais pas ce que donnera l'enquête, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et puis ce qui est terrible avec cette affaire, c'est qu'il y a quand même un voyeurisme absolument fou, parce que c'est quelqu'un de célèbre. Mais effectivement, la pédopornographie, il y a eu de plus en plus c'est quelque chose qui est poursuivi, qui est recherché, sur lequel il y a des brigades qui sont spécialisées aujourd'hui, et c'est très bien, ça va dans le bon sens. La question du chemsex, c'est la vie privée des gens, et les gens font ce qu'ils veulent. Le problème, c'est qu'ils n'aillent pas conduire en état ne leur permettant pas de le faire. Moi, j'ai aucun jugement sur la vie privée de M. Palmade. M. Palmade, il fait ce qu'il veut dans sa vie privée. Le problème, c'est quand il va tuer des personnes en étant sous la prise de stupéfiants. Oui, ça, c'est totalement scandaleux, inaccessible, mais c'est plus de la vie privée. Oui, ça sort de sa vie privée. On est dans la responsabilité civique. Un mot du Conseil régional. Il semble frappé d'un gros absentéisme des élus depuis quelques mois. Est-ce vrai, d'abord ? Pas plus que les autres assemblées. La réalité à la région, comme Île-de-France, comme dans n'importe quelle assemblée, vous avez des élus qui sont très présents et qui travaillent, et puis d'autres qui sont là tous les 6 ans pour se faire élire, et que vous ne voyez absolument plus. D'ailleurs, en général, c'est souvent ceux que vous voyez le plus à la télé. Alors, que faire pour limiter cet absentéisme? Il faut durcir les pénalités financières. Il y a eu un durcissement qui vient de passer du règlement intérieur. Alors, ce qui est vrai, c'est que les années 2020 et 2021, du fait de la Covid, en plus, il y a eu des dispenses de présence ou de quorum qui ont été faits, donc ça a facilité
limiter l'absentéisme. Valérie Pécresse a souhaité renforcer les mesures en durcissant les raisons ou les motifs d'absence acceptés et en mettant des pénalités financières à partir du moment où on a 30% d'absence, fût-elle excusée. Parce que c'est vrai qu'on a quelques élus, je ne donnerai pas de nom, tout le monde les connaît, mais qu'on voit assez peu. Après, la réalité, c'est que vous avez 95% des élus franciliens qui travaillent, qui font leur job et qu'ils font, quelle que soit leur sensibilité politique, qui le font bien. Impossible de démettre de leur mandat les absentéistes? Non, c'est pas quelque chose qui est prévu. Après, il y a des retenues sur indemnité, c'est-à-dire qu'un élu qui est absent, qui est peu là, eh bien, il aura une indemnité diminuée, voilà. Mais encore une fois, moi, je trouve ce type de débat assez malsain, parce que ça laisse à croire que les élus ne bossent pas. La réalité, c'est que vous avez, encore une fois, je vous le dis, 95% des élus qui sont là, qui font leur job et qui travaillent. Et puis, il y en a quelques-uns, certains qui étaient tête de liste, qui ne viennent strictement jamais à la région, qui viennent uniquement le temps de signer une feuille pour dire qu'ils étaient présents. Pensez à M. Bardella, là ? Je donnerai pas de nom, mais je trouve qu'effectivement, il y a un certain nombre de comportements pas très dignes moralement quand vous vous êtes présenté à une élection et encore plus quand vous vous êtes présenté comme tête de liste. L'argent du livret A, géré par la Caisse des dépôts pour financer normalement le logement social, et là c'est une attribution qui vous touche, va financer la relance du nucléaire français. C'est normal de prendre dans le livret A pour payer des centrales ? Vous savez, on vient de prendre 250 millions sur Action Logement pour aller financer je ne sais pas quoi. On a un vrai sujet culturel dans ce pays, qui n'est pas propre à ce gouvernement d'ailleurs, qui dure depuis une vingtaine d'années et depuis que Jean-Louis Borloo ne s'occupe plus du logement et de l'aménagement, ça remonte au début des années 2000, qui considère que le logement se gérera tout seul, que le logement est une ressource pour l'État, que c'est une sorte de vache à lait, alors que le logement, c'est ce qui concerne la vie des Français. Le logement aujourd'hui, c'est le premier poste de dépense des Français. Nous avons en Île-de-France 1 300 000 personnes mal logées, plus de 10% de la population. C'est plus de 4 millions de Français on a besoin qui sont mal logés. Donc. Et on ne traitera pas le mal logement si on n'est pas capable d'investir, de financer. Et on a aujourd'hui, je trouve, des ministres de la ville qui sont en situation de fragilité pour discuter par rapport à Bercy, qui ne gagnent pas leurs arbitrages budgétaires. Et tant qu'on prendra le logement comme la variable d'ajustement de Bercy, on continuera à avoir des Français qui ne vivent pas. Un mot sur la Convention citoyenne qui s'est déclarée ce week-end favorable à ce qu'on légifère sur l'aide active à mourir. Est-ce que c'est votre conviction ou non ? À titre personnel, j'y suis favorable. Il faudra faire bouger la loi. À titre personnel, j'y suis favorable. Je peux comprendre qu'on y soit radicalement opposé parce qu'on touche à des convictions profondes qui sont totalement respectables sur des sujets comme ça, qu'on puisse avoir des points de désaccord majeurs, y compris au sein d'une même famille politique, est quelque chose qui ne me choque pas, mais j'y suis à titre personnel favorable. Jean-Philippe Dugouin-Clément, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe. Demain matin à 7h45, votre invité sera François Méry, le président confédéral de la CFE-CGC.